J'ai vendu ma boîte et ça aurait pu être 50 000 euros ou 5 millions d'euros. Pour la première fois de ma vie, quelque chose avait réussi. Tu as parlé de mon père au début, qui est né dans un camp de réfugiés en Suisse en février 1944, avec des parents qui avaient survécu l'extermination. Et il est né avec une peur du manque qui s'est transmise. Donc l'argent, ça apaise une peur, ça c'est clair. Savoir s'entourer, et ça on le dit toujours, mais savoir s'entourer sans savoir écouter, bah ça sert à rien. Je pense qu'une des failles des dirigeants, c'est qu'ils savent pas écouter. Bonjour à toutes et à tous, un grand merci à vous d'être toujours plus nombreux à prendre une pause avec nous chaque semaine. N'hésitez pas à commenter, partager l'épisode et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines pauses. Merci encore et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il fait partie de ces entrepreneurs qui ne se contentent pas d'accompagner une vague, ils la voient avant les autres. En 2012, il cofonde Miracle, une entreprise qui deviendra en quelques années l'un des leaders mondiaux de l'industrie tech. Une licorne française implantée à travers le monde. Paradoxalement, Adrien n'a jamais été un passionné tech. Et pourtant, il a bâti l'une des plus grandes réussites françaises de ces dernières années. Mais derrière la success story, il y a un parcours façonné par une famille marquée par l'histoire, un premier échec entrepreneurial, des doutes, des choix radicaux et une volonté farouche de construire. Aujourd'hui, il vient nous raconter tout ce qui ne se voit pas, les coulisses, les déclics, les paris, les renoncements et cette ambition très singulière qui l'anime depuis le début. Bonjour, Adrien Nussembaum. Salut Alexandre. Comment tu vas ? Ça va. Ouais. Tout va bien ? Ouais. La dernière fois qu'on s'est retrouvés assis face à face, c'est dans un café derrière la Bourse en 2000. On s'est revus depuis quand même. Hein. Oui, mais j'ai l'impression face à face. Oui, d'accord, face à face. Tous les deux. Ouais. C'était hier, quoi. Hier. T'as pas beaucoup changé ? Non, toi non plus. C'est sympa. J'aime bien quand on commence à se raconter des choses sympas. J'ai évoqué ta famille marquée par l'histoire, c'est un sujet essentiel. Toi, t'es très famille. Ton papa est entrepreneur et professeur, ta maman anesthésiste, tu as une famille juive ashkénaze marquée par la Seconde Guerre mondiale. C'est ton papa qui est né dans un camp en Suisse. Raconte-nous un peu ce que ça change quoi chez toi, cette histoire. On attaque fort là. On est dans le dur. Hein. Non, écoute, d'abord, je considère que c'est une chance, fondamentalement. Moi, je suis très attaché à ma judéité, que je distingue du judaïsme, qui intègre plus la partie dogmatique, pratique religieuse, etc. Mais je suis très attaché à ma judéité, d'abord parce que c'est ce qu'on m'a donné à ma naissance, donc j'accepte ce don. Et ce que j'en retire, si tu veux, c'est à la fois un rapport à un existentialisme, un rapport à l'existence, à sa brièveté, à son imprévisibilité, aussi au miracle qui jalonne l'histoire juive. Mais ton papa, avec ton frère, quand vous grandissez dans votre famille, dans votre nucléus familial, lui, il met quand même assez en avant un certain modèle très laïque. Donc vous n'avez pas appris l'hébreu, par exemple ? Non. C'est un peu aussi le lot de tous ces ashkénazes, donc d'Europe de l'Est, qui venaient de Pologne, d'Ukraine, de Lituanie, de Roumanie, etc., et qui ont été en grande partie décimés, ou en tout cas qui ont connu l'exode, etc., et qui ont dû se reconstruire, se réinventer. Et pour mon père, c'est passé par le fait de s'intégrer dans la société française avec la réussite scolaire, la méritocratie, la reconnaissance. Et je pense que toute sa vie, quelque part, et il travaille encore à 81 ans. Il travaille toujours. Hein. Et donc, c'est dans cette idée de se montrer à la hauteur, quelque part. Mais toujours, et je pense qu'il y a aussi ça dans le judaïsme, avec ce concept qui s'appelle tikkun olam, qui se traduit en général par la réparation du monde, et qui est de se dire qu'on a un rôle
on a un rôle à jouer sur Terre pour essayer d'améliorer les choses. Mais de toute façon, tu as raison, beaucoup de religions, quand tu lis les textes, beaucoup de religions, la beauté de toute religion, c'est-à-dire tu es là pour améliorer un petit peu ce qui existe, et tu dois savoir voir ça comme une chance d'être en face d'un problème, plutôt que voir ça comme un souci. Mais tu parlais d'intégration, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Tu parlais justement le fait que tu n'apprends pas l'hébreu, par exemple. On parle souvent de ça ici. Beaucoup de familles qui ont dû être intégrées ou s'intégrer. On fait très attention à ce terme-là aujourd'hui. On l'a vu justement après la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu aussi dans les années 60-70, qui venaient d'Afrique du Nord. Là aussi, les gens disent « Mais non, on ne va surtout pas t'apprendre à parler la langue de mon pays parce qu'on n'a pas envie que tu sois mis de côté. » Toi, tu le vois comment, ça, aujourd'hui? Tu penses que... toi, tu le regrettes? Tu dis... tu as appris l'hébreu à vos enfants avec ton épouse? Déjà, l'hébreu, il y a deux choses. Il y a l'hébreu en tant que langue, et elle se parle uniquement en Israël. Il y a l'hébreu biblique qui s'utilise pour la pratique religieuse. Et les deux sont les alphabets, on n'utilise pas les mêmes. Et ensuite, moi, mes grands-parents paternels parlaient en polonais et en yiddish, concrètement. Qui est encore différent. Donc en fait, si tu veux, moi, mes parents... même pas de raison, mes parents qui sont effectivement... qui ont embrassé la laïcité et qui viennent de deux familles juives ashkénazes, mais à des histoires totalement différentes, puisque ma mère est plutôt une famille intégrée en France depuis le milieu... Plutôt bourgeoise parisienne. Petite bourgeoisie parisienne, depuis le milieu du 19e siècle. Et mes parents ont grandi dans les années 60, donc ils ont eu leur lot de... Mon père était maoïste, mon père était le meilleur ami de Béni Lévy, mon père a connu Sartre... Donc voilà, j'ai grandi dans un milieu, on va dire, avec des idées à l'époque de gauche, comme on le disait à l'époque quand ça existait encore. Je te rassure, ça existe encore, la gauche. On regardera ça. J'ai remarqué d'ailleurs dans ton émission, il y a très peu de politique, c'est assez intéressant. On parle plus, t'as raison, on parle plus de religion, on parle plus de spiritualité que de politique. Parce que je pense que la spiritualité est quelque chose qui nous dépasse et restera. Mais je pense qu'il y a la spiritualité, c'est une chose. C'est l'idée d'essayer de... Comme il y a tellement de questions auxquelles on n'arrive pas à répondre, dont la quête du sens et de pourquoi on existe, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc là, la spiritualité est un des canaux qui permet de trouver du réconfort. La transmission... C'est quelque chose qui est plus concret. Et je pense que mes parents nous ont beaucoup plus emmenés sur le terrain de la transmission avec les valeurs, l'éthique, de génération en génération. On dit en hébreu le dor vador, donc cette notion que on s'inscrit dans une lignée beaucoup plus que dans un Dieu... La spiritualité et la religion peut différer. Tu parles de réconfort. Parfois, la religion peut être vue par certaines personnes comme un réconfort, en particulier. Espérons que quelque chose se passe après et qu'on revoie les gens qu'on a aimés. La spiritualité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus aligné, je pense. Toi, tu sens spirituel. Toi, tu crois. Tu crois qu'il y a une vie après la vie. Tu crois à ces choses-là, ou pour toi, c'est encore un peu... Non, moi, je suis beaucoup plus spinoziste. D'accord. Donc, je crois... Je m'arrête au constat que la vie est un miracle. Et un mystère. et je pars du principe qu'il n'y aura pas d'après. Donc, toi, t'es assez tranché, quoi. Oui, parce que au mieux, s'il y a un après, tant mieux. Mais tu t'as gagné. Mais le temps que je suis là, il faut que j'en fasse... Ouais. Le maximum, le mieux possible, et que j'essaye de trouver un alignement. Et un alignement qui n'est pas... que je ne vais pas rechercher dans une forme de solitude ou d'isolationnisme contemplatif, parce que j'ai fait le choix de m'inscrire dans des collectifs, qu'ils soient familiaux, amicaux, professionnels. Toi, tu avais en ambition, quand tu étais plus jeune, d'être président de la République. Donc, tu as écrit une lettre à ta maman, où dessus il y a un objectif. Toi, ça, et encore une fois, moi, quand j'étais tout jeune, j'avais aussi une ambition de dire les changements doivent passer par la chose publique, en particulier la politique. Toi, c'est encore quelque part, tu te dis encore, il y a des choses à faire. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais je pense qu'il y a toujours une sorte d'ambivalence quelque part. Je pense qu'il y a quelque chose... Dans toute décision, il y a quelque chose d'égocentrique, de narcissique, et il y a quelque chose
qui répond réellement à un élan vital. Et moi, je pense que, pour revenir à cette question de la mort, par exemple, j'ai jamais été content à l'idée que la mort arrive. C'était très petit, vers 4 ans, je crois, mes parents m'ont emmené chez le psy pour la première fois parce que j'étais pas d'accord avec le fait qu'il meure un jour. Donc, et ma mère raconte que je voulais les empailler et les mettre au mur. Donc peut-être j'avais des origines tribales. Mais si tu veux, je pense que j'ai toujours vu dans le fait de faire des choses exceptionnelles ou sortant de l'ordinaire, de l'ordinaire, un moyen quelque part d'atteindre une forme de micro-immortalité. Parce que tu penses que l'immortalité n'existe pas. Parce que je pense que l'immortalité n'existe pas et que quelque part, je me disais, on est quelque part tous des êtres humains qui marchons... Mais pourquoi la politique ? Et parce qu'après, le deuxième côté, c'est le côté du souffle de vie. Et pour moi, impacter les gens pour essayer de leur donner un souffle de vie, essayer d'accepter la finitude, essayer tu penses que ça c'est quelque chose qui me nourrit profondément, qui me donne une énergie vitale. Tu penses que le politique pour toi a cette mission-là ? Alors, je l'ai pensé, je l'ai pensé. Et moi maintenant. Et je pense qu'aujourd'hui... Tu te verrais maire aujourd'hui ou c'est forcément ministre je pense qu'une fonction élective locale ça te plairait. Pourrait tout à fait m'intéresser. Devrait intéresser n'importe qui d'ailleurs. Pourrait m'intéresser. Après, j'ai pas envie de parler. Enfin, on peut si t'as envie. Mais moi, effectivement, je suis assez inquiet et terrifié par la France irréconciliable et l'Europe et le fait qu'il est très difficile de faire accepter à 95% des gens qui vivent pour survivre un projet. Enfin, c'est compliqué. Enfin, voilà. Merci. Mais Luca, il faut voir ça. Il y a un moment dans ton existence, tu l'as dit, c'est quelque chose que j'aimerais faire. On a évoqué déjà 2 fois, 3 fois des personnes qui sont très chères pour toi. Ici, on a des pauses amicales ou des pauses familiales et des gens à qui nous devons parler. Et on dit, tiens, est-ce que vous aurez une question ? Est-ce que tu aurais une question pour Adrien ? Et donc, on a un certain nombre de personnes qui se sont prêtées à ce jeu-là. Et on va écouter la première. Surprise. Ouais, exactement, c'est ça. Et là, tout d'un coup, le rideau s'ouvre. Première question qu'on va avoir, c'est pas une pause amicale, c'est une pause familiale. On l'écoute. Chérie, malgré ton succès, est-ce que tu m'aimes toujours autant ? Tu t'attendais pas à celle-là ? Mais non, pas du tout. Alors là, quelle rigolade. Bah, ma mère, comme dit Romain Gary, la vie m'a fait à l'aube une promesse qu'elle ne cesse de... Avec l'amour maternel, la vie m'a fait à l'aube une promesse. C'est un des meilleurs textes qui existent au monde. Et qu'elle ne cesse de tenir. Et je pense qu'effectivement... ma maman, c'est... T'es la 8e merveille du monde. Je pense qu'elle m'a naïvement toujours dit que j'étais exceptionnel. Et à force de l'entendre, j'en ai conclu qu'à la fois je ne l'étais pas parce qu'elle manquait forcément d'objectivité, mais qu'en même temps, j'avais ce socle, cette force. Et voilà, l'amour, c'est plus fort que tout. Ouais. Enfin, c'est d'une banalité ce que je viens de dire, mais c'est vrai en même temps. Donc. Et oui, je l'aimerais toujours quand même. Ah, exactement, il faut le dire. Non, maman, tout va bien. Et la 8e merveille, elle est avec moi, elle est là. La 8e merveille, elle existe, elle est pas mal. Après, une question que j'ai, t'as eu un frère. Est-ce qu'il y a eu la même relation avec le frère ou, de nouveau, c'était toi qui étais en premier, qui gagnait, qui était meilleur ? Est-ce que cette charge mentale a été la tienne quand même pendant assez longtemps ? Je pense que... faudrait lui poser la question, mais... Tu as déjà une réponse. Ouais, je pense que mon frère, j'ai pris beaucoup de place. Et aujourd'hui, c'est un garçon... qui réussit très bien, que je connais, qui est génial. Qui est génial, qui est formidable, qui a une famille, une femme que j'aime beaucoup, qui m'a donné 2 neveux. J'espère bientôt peut-être une petite nièce. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de place. Et je pense qu'effectivement... on a tous nos traumas, hein. C'est des choses très belles qui peuvent... Mais en fait, je pense que tu te construis avec ça. Quand je pense à mon père... L'avantage, c'est que je ne pense pas que mes parents aient jamais préféré l'un à l'autre. Mais je pense que, par exemple, mon père attendait plus de moi que je sois l'exemplarité scolaire. Donc, il m'a fait marcher sur ses pas. J'ai été à Louis-le-Grand, où je me suis fait virer, alors pas comme lui. J'ai fait une prépa HEC, je suis rentré à HEC comme lui. Et je pense que mon frère a plus amené à mon père
une forme de jouvence dans le fait que mon frère a plus embrassé certains aspects polissons, pour utiliser un mot... Ce que toi, tu ne pouvais pas avoir, à l'époque en tout cas. On revient sur ces années, c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu dois suivre la voie, toi, de la vision du succès de ton papa, qui a une vision très claire de ce qu'est doit être le succès, mais tu as quand même des envies d'autre chose. Et je te retrouve là aussi, on parlait de cette lettre à ta maman sur politique, au président, et puis tu as quand même cet amour du cinéma, où toi tu te vois quand tu as 15 ans, soit acteur d'un côté, soit président de la République, donc tu as quand même déjà des notions assez... À 10 ans même. À 10 ans, tu vois. Et d'où ça vient ça la partie politique, tu m'as dit, mais cette partie acteur, cinéma, ça vient d'où? Écoute, c'est rigolo parce que récemment, quelqu'un m'a envoyé dans un groupe d'anciens élèves de bilingue de l'école Jeanine Manuel bilingue à Paris, un extrait on avait dû écrire dans le journal de l'école, et j'avais 9 ans et j'avais apparemment écrit, j'ai écrit un petit article qui s'appelait A Real Passion, donc une vraie passion, dans lequel je déclamais mon amour au cinéma, et je disais qu'à l'âge de 3 ans, j'avais vu mon premier western et que j'avais acheté mon premier livre sur le cinéma, et qu'un jour, quoi qu'il arrive, je ferai un film. Et donc, c'est toujours intéressant de se rappeler de ça. Ouais. Et d'où ça vient? Tu avais vu un film que tu trouvais génial. Moi, il y a chaque fois une raison, il y a un truc parfois qui se passe. Tu as réussi à retrouver d'où ça vient? Non, mais je pense qu'on est toujours dans cette dynamique que j'assume quelque part, hein, mais je vais utiliser un mot qui égale de narcissisme et d'impact sur les gens. Et je pense que le cinéma, t'as envie d'être reconnu, tu dis? T'avais envie d'être... C'est une forme de reconnaissance, c'est une forme d'exceptionnalité, et en même temps, c'est au service des autres. La seconde partie, je pense qu'elle vient plus tard. La première partie, quand tu as 10-15 ans, c'est plutôt, t'as envie d'être, t'as envie d'exister. Je pense qu'il y a une fascination... je pense qu'aussi, si tu veux, quand je revois... Enfin, je sais que quand j'étais... il suffit de lire mes bulletins scolaires, mais c'était toujours bien... mais perturbe la classe, où c'est appliqué à perdre son... Enfin, c'était des... Ouais. Tu termines quand même à Louis le Grand et en prépa et à HEC à la fin. Donc, si tout le monde avait ce type de... Mais c'est parce que j'avais cette structure, je pense, autour de moi, et cette... Tu savais pourquoi? Si t'avais pas ton papa qui était là, t'aurais pas forcément fait ça que tu dis. Non, je pense que très tôt, j'ai eu le drive, parce que j'étais compétitif aussi, et que je voulais être le fils prodigue, le fils chéri. C'est toujours... Je pense que dans la force que te donnent tes parents, il y a toujours une ambiguïté. Il y a quand même un moment où ton papa, il te dit, sans te dire... Bon, c'est stop, là. C'est à quel moment il te dit... C'est un moment où financièrement, c'est pas lui qui me dit stop, c'est moi qui... il te fait comprendre que... C'est moi qui manque de couilles, tu vois. Je me rappelle, quand j'étais... je sais plus, en prépa, soit c'était en prépa, soit c'était en seconde à Louis le Grand, mais c'était en gros soit en deuxième année de prépa ou en seconde année, où c'était vraiment des moments où j'avais touché le fond, si tu veux. J'étais aspiré par la machine à broyer scolaire, et comme je manquais de facilité, entre guillemets, j'avais touché, et j'ai dit à mon père, de toute façon, j'ai fait ça pour te faire plaisir, moi j'en ai rien à foutre, business, HEC, tout ça. Moi je veux faire du cinéma, je veux être acteur. Et mon père m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu peux décider d'être acteur, mais si tu vas faire des études de théâtre, je t'enlèverai ton argent de poche parce que je considère que tu auras plein de temps libre pour gagner ta vie à côté. Et j'ai choisi de continuer à avoir mon argent de poche. Et voilà. T'étais pas assez sûr, Non, je pense que je pense que j'étais pas assez passionné, soit que je voulais le beurre et l'argent du beurre. Et je pense que j'ai beaucoup voulu le beurre et l'argent du beurre dans ma vie. Je pense que c'est un peu un principe directionnel. C'est pour beaucoup de gens la même chose. Peut-être. Ouais. Pour beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'est d'autant plus simple quand tu as quelque chose. On le voit quand on est dans les jeunes que tu aides et que tu finances à travers ce que tu as pu financer à HEC. Ces jeunes qui n'ont pas grand-chose, au départ, ils n'ont pas d'autre choix. Donc, il n'y a pas d'autre beurre à l'argent du beurre. Il faut juste avoir un des deux. Tu vois. Donc, quand tu as déjà beaucoup, ce qui était ton cas, c'est plus dur justement de choisir de pas tout avoir. En tout cas, il y a des moments, il faut que toi, tu as pris des décisions. Alors là, je te retrouve à HEC, mais là, je te retrouve, et là,
pour revenir à cette première rencontre que nous avons il y a plus de 25 ans de ça, on se retrouve tous les deux à Paris, où là, tu viens me raconter, et là, tu es au début, tu es avec tes études, et c'est cette folie des années 2000, hein, on est début 2000, on est sur, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ou ceux qui n'étaient pas à l'âge de s'en souvenir, on est dans une bulle Internet absolue, où tout le monde pense qu'on peut créer des startups, que ça monte jusqu'au ciel, enfin, quelque chose qui est comme souvent qui est cyclique, hein. Tu montes cette start-up avec un pote à toi qui s'appelait à l'époque All Funky. Non, So Funky. So Funky. Et ensuite All Instant. Ouais, j'ai fait un mix entre les deux. Donc moi, je te vois quand c'est So Funky. Tu lances, et en fait, là, tu es en parallèle avec tes études. Là. Tu continues à faire tes études quand tu es sur cette start-up, non? J'étais parti, après la deuxième année d'HEC, on devait faire une alternance. Et j'étais un peu, je savais pas trop ce que je voulais faire, et la mode, c'était la banque d'affaires. Et ça l'est toujours, hein, et donc, j'ai l'impression quand même, quand tu sors de ces grandes écoles. Je passais des entretiens pour les banques d'affaires, mais je me faisais toujours rejeter. Et le paradoxe, c'est que mon prof de finance à HEC, qui s'appelait Pascal Kiry, qui est quelqu'un d'assez génial, un grand professeur, m'a un jour mis dans mon casier une petite carte de visite avec, il disait « Cher Adrien, j'aimerais savoir si vous seriez intéressé pour venir travailler chez nous, chez Paribas. » Et donc j'étais flatté, parce qu'en plus j'avais un atavisme, mon père était prof de finance, donc il fallait que... Mais il me propose, et puis je vais chez Paribas, et là je vois quand même, enfermé dans un étage avec des stagiaires à côté de la rue d'Antin, ça va pas le faire, avec le téléphone qui sonnait, et le stagiaire devait changer d'immeuble et aller prendre des instructions dans un... Et là j'entends parler d'une possibilité à Hong Kong. Et là, je me dis, bon, bah, ça me paraît plus cool. Et en fait, donc, je suis parti faire ce stage long à Hong Kong. Et c'était génial. En plus, Paribas se faisait racheter par BNP. Ouais. Donc, il n'y avait pas trop de boulot. Je voyageais partout. J'avais récupéré l'appart d'un partenaire où j'avais 200 mètres carrés. 200 mètres carrés avec la vue sur tout Hong Kong. Et des boss formidables, dont un mec qui s'appelait Youssef Dib, que j'aime beaucoup. Youssef Dib était ouais. Bien sûr, je connais bien Youssef. Mon boss. Ouais. Et donc, je me suis retrouvé à Hong Kong. Et ça, c'était 99-2000. Et puis, je rentre à Paris pour le Nouvel An et je croise un pote qui s'appelait Justin Gilbert, qui était un ami de Jeanne Emmanuel, qui, lui, était allé chez Goldman Sachs à New York et qui me dit « Je viens de démissionné, j'ai rencontré 2 techos, on va refaire le monde. Dans 6 mois, c'est IPO, Nasdaq, île privée et compagnie. Et moi, ma motivation numéro 1, c'était there's no way, il n'y a aucune chance que lui réussisse et que moi je sois stagiaire. Donc mes motivations, mes drivers étaient vraiment pas nobles, tu vois. Et donc Justin me dit, écoute Adrien, j'ai besoin de quelqu'un avec nous qui puisse prendre le côté business, en gros. Le finance et business. Et donc, je commence à dire, ouais, pas de problème, j'y vais. C'est moi. Je connais tout, moi. 6 mois de stage à Hong Kong, moi, je te raconte la vie. Et donc, j'ai commencé un peu à bosser à distance de Hong Kong. Et puis, finalement, après, j'ai pris un vol pour New York sans revenir par Paris. Et les 8 mois en Asie sont devenus 3 ans et demi. À lancer, voilà. Construire, développer, tenter. Le marché s'est complètement effondré 3 mois plus tard. Et donc, on arrive en 2003, ça ferme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu le dis aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont un intérêt, toi tu l'expliques en disant c'est encore une sorte de Slack, pour ceux qui connaissent Slack, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est un outil qui fonctionne très bien aujourd'hui dans les entreprises, et toi tu dis c'est un Slack mais qui avait un peu 15 ans d'avance. Donc là-dessus, toi, comment tu le vis le timing? Pour toi, c'est toujours une question de qualité d'équipe, de capacité de délivrer, ou il y a un moment ou un autre, au-dessus de tout, tu as quand même le timing? Non, je pense que le timing est important, mais le timing, il est important à 2 niveaux. Il est important parce que si tu tombes au bon moment, au bon endroit, bah, c'est tant mieux, entre guillemets. Mais le timing, c'est aussi la capacité à durer pour être là quand le rebond viendra. Et en fait, si tu veux, nous, dans cette première boîte, on n'a pas duré suffisamment longtemps pour des raisons d'équipe et de produits, concrètement. Mais... Voilà, ça pour toi, quand tu t'en as pas fait 10 ans, mais c'est quand même 3 ans, des années assez importantes quand tu as cet âge-là. Pour toi, c'est une vraie branlée que tu prends, c'est un vrai coup dans ton ego, ou à l'américaine, tu vois ça en disant c'est pas grave, j'ai appris tellement. L'échec en soi m'a pas fait mal au moment où il a été prononcé. Ouais. Et ça m'a emmerdé
de faire perdre de l'argent à des gens qui m'avaient fait confiance. Et c'est pour ça que j'ai sûrement étiré la vie de la boîte 18 mois de plus que ce que j'aurais dû. Ce qui m'a fait mal, c'est plus les doutes qui t'assaillent en continu pendant les 3 années, si tu veux, qui sont un mélange de peur de l'échec, qui sont un mélange d'envie de regarder les autres et de se dire que toi, t'es dans un wagon, 12 wagons derrière, qui est la complexité à avoir des relations harmonieuses avec tes associés. Ça, c'est des moments où, si tu veux, après chacun gère. Parce que ça a été, de nouveau, ça sera aussi un de tes moteurs plus tard, et que tu viens de préciser, pour ça que je m'arrête 2 secondes là-dessus, ce drive de dire, j'ai pas envie d'être laissé derrière, en fait, j'ai pas envie d'être dans la troisième wagon, je vais être dans le premier wagon. Ce côté de dire, même si c'est pas forcément là où est ma passion, je sais que c'est ça qui va me donner les moyens. Toi, c'est un truc qui, parfois, tu as été désaligné. C'est-à-dire que parfois, d'ailleurs régulièrement, tu as fait des choses qui ne sont pas ta passion, mais tu sais que c'est ça qui va... Et moi, encore une fois, je l'ai souvent fait, en disant des choses que je dois faire, qui ne sont pas les choses que je préfère faire, mais où, 1, je suis bon, et 2, j'en ai besoin pour avoir les moyens de mes ambitions. Toi, ces moyens de ces ambitions, j'ai l'impression que ça a quand même été assez souvent, mais pour des raisons qui sont parfois très mercantiles. C'était, non, mais il faut que j'ai la thune, quoi. Je suis, et d'ailleurs, sur la page de ton site alexandremars.com, tu le dis d'ailleurs dans ta bio, tu dis j'avais besoin d'accomplir une assise financière pour me permettre de faire les choses. C'est une approche. Et moi, effectivement, j'ai embrassé cette approche où certains l'appellent sécurité matérielle, parce que c'est plus noble que dire avoir de la thune, mais c'est quelque part une configuration qui fait qu'on pense que d'avoir X sur un compte en banque va soit nous permettre d'être plus heureux, soit nous permettre d'être plus libre, soit nous permettre d'explorer plus de choses. Et je pense que si tu veux, on parle du théâtre ou de professeurs, si tu veux, il y a des gens qui finalement approchent ça finalement d'une manière plus individuelle, mais pas au sens négatif. C'est je vais faire quelque chose que vraiment j'aime, et en faisant ça, je vais être heureux et je vais impacter les gens et les gens autour de moi. Là, on est plus dans une logique où je pense que toi comme moi, on se dit, si j'ai des moyens, comme j'ai cette énergie, cette force pour créer et porter des projets, je vais pouvoir donner de l'ampleur à ces moyens. À quoi sert l'argent pour toi dans ces cas-là ? Quand ? Aujourd'hui ? À quoi sert l'argent ? C'est une très bonne question parce que si tu veux, depuis que j'ai gagné de l'argent, et beaucoup de choses dans ma vie. Il y a à la fois énormément de choses positives, c'est-à-dire j'ai pu explorer des passions, je peux explorer des passions, m'engager, je peux m'impliquer pour réparer le monde d'une certaine manière, mais j'ai aussi malgré tout... C'est au prix de sacrifices. Ça a été au prix de sacrifices professionnels, en voyageant énormément, ne voyant pas mes enfants autant que je voudrais les voir, etc. Et ça a eu des impacts sur mes enfants sûrement et sur leur bien-être, etc. Mais malgré tout, il y a une partie de l'argent qui te met dans une sorte de... qui élève l'espèce de seuil matériel de base, de facto. Tu te retrouves finalement, alors moi j'ai pas de voiture de sport, j'ai pas de choses comme ça, mais tu élèves ton train de vie finalement pour des choses dont l'apport marginal en termes d'aller dans un resto où ça va te coûter 100 € par tête par rapport à un resto où ça va te coûter 25 € par tête. En réalité, si t'es avec des gens que t'aimes et que la cuisine n'est pas trop mauvaise, ça revient au même. Et en fait... Donc ça sert à quoi l'argent ? Je pense que, si tu veux, dans mon cas, tu as parlé de mon père au début, qui est né dans un camp de réfugiés en Suisse en février 1944, avec des parents qui avaient survécu l'extermination, et il est né avec une peur du manque qui s'est transmise. Donc l'argent, ça apaise une peur, ça c'est clair. Et puis après, l'argent, c'est une plateforme pour faire des choses. Et donc aujourd'hui, si tu veux, pour moi, l'argent, c'est aussi la possibilité d'envisager une vie d'après qui sera plus alignée, qui sera pas guidée par
il faut que je fasse un métier, que ce soit banquier d'affaires ou entrepreneur dans la tech, parce qu'on a plus de chances de gagner de l'argent là que... Tu crois que ça s'arrêtera, ça ? Tu penses que tu arriveras ? Parce que moi, c'est un gros sujet que j'ai parfois avec des gens qui ont réussi, qui ne sont pas 5e génération, mais qui créent et disent, en fait, ça ne s'arrête jamais. T'as 10, tu veux 20, t'as ton copain qui a 40... Ouais, c'est une pauvreté quand même. Toi, tu penses que tu arriveras à dire j'ai assez ? C'est la question, est-ce que tu as assez ? Je sais pas si j'y arriverai, mais je fais tout pour, et c'est un principe directionnel essentiel. Enfin, là-dessus, tu es pas mal aidé en face de ta femme ? Non, ouais, je pense que si tu veux, j'ai la chance. Après, on a souvent cette discussion avec des amis, mais moi j'ai la chance d'avoir beaucoup ouvert le placard. Tu sais, souvent les gens ils disent, ou soulever le couvercle. Les gens ils disent non, mais vaut mieux pas ouvrir le placard. Il y a des squelettes, on va forcément les trouver. Bon, dans notre milieu, on va dire, c'est-à-dire, on a Freud. Enfin, les Juifs ont quand même inventé la psychanalyse, donc il faut être respectueux de cette tradition. Et donc, si tu veux, j'ai quand même la chance d'avoir beaucoup parlé, et de continuer à le faire, et de le faire avec différentes personnes. Et c'est pour moi, c'est pas juste parce que c'est des problèmes, etc. C'est plus une façon d'avoir un moment pour soi où on peut réfléchir et dire les choses qu'on ne peut dire à personne, même à sa mère, même à sa femme, même. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça m'a aidé à me dire que j'avais assez. Donc ça, quand tu dis c'est ouvert, voilà, j'ai assez. Yes, ça c'est bien. C'est pas, vous n'êtes pas nombreux à avoir la capacité de dire ça. J'ai peur de tout perdre, mais j'ai assez. Si tu le places bien, peut-être que tout. Mais je sais pas placer. J'aime pas ça m'amuse pas du tout. Mais quand tu dis tu parles, c'est dire que t'as continué à suivre toi-même une thérapie, quelqu'un avec qui tu rencontres. C'est quelque chose d'important pour toi, cette discussion. Ouais. J'ai fait de la psychothérapie à différents moments. J'ai rencontré des vieux barbus dans leur vieux IMSS qui s'endorment pendant que tu es allongé sur le divan. J'ai fait du face-à-face. J'ai fait du mindfulness en groupe. Mais merci de parler de ce sujet-là de santé mentale, parce que quand on te voit, on pourrait imaginer, mais on a tous nos traumas, toi, c'est cette peur du manque, c'est d'autres peurs qu'on a, moi elles sont ailleurs, mais il n'empêche qu'on a tous des traumas et c'est important de parler de ces sujets de santé mentale qui sont aujourd'hui, qui touchent toute famille, directement ou indirectement. Non, je pense que malheureusement, moi je suis totalement aligné avec ça, mais malheureusement, et moi, la vérité, mon associé que j'adore, a toujours la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Mais moi, j'aime être dans la transparence la plus totale en réalité. Ça me rend heureux et ça me libère. La seule limite de ça, c'est qu'elle implique les autres. Et donc, malheureusement, je ne peux pas être autant parce que ça m'amènerait à parler des autres qui n'ont rien demandé. Et donc, mais justement, c'est pour ça que cet endroit-là, c'est un endroit où tu peux parler beaucoup, parce que c'est vrai que tu as raison, c'est toujours le même sujet. C'est que on essaie de plus possible de dire ce que les gens ressentent la plupart du temps, ou qui malheureusement imaginent que tu peux réussir parfaitement sans faire aucun sacrifice. Ce n'est pas vrai. C'est ça le point important. Donc on commence là, on est à cet échec de 2003. Là, je te retrouve travailler dans une boîte de conseil, une entreprise de conseil, qui est connue, qui s'appelle Deloitte à l'époque. Mais on va passer rapidement sur cette période. Pas du tout qu'elle n'est pas importante, parce qu'elle t'a aidé à déjà remettre tes pieds en France, définir parfois ce que t'aimais pas, t'aimais passer du temps avec les gens. Mais on arrive sur le destin. Un moment important pour toi, c'est cette rencontre avec ton cofondateur, tu l'évoquais juste avant, Philippe Corot, qui, et là c'est le destin, est quand même un des très bons amis de ta femme. Et là tu le rencontres, toi tu es à Deloitte, on revient sur ce moment-là, tu es en train de travailler dans le corporate company, et lui, il monte sa start-up sur les jeux vidéo, un monde que tu connais peu, mal, de loin. Tu le rencontres, il te pitch le truc, tu démissionnes dans la journée, toi. Ça se passe vraiment comme ça ? Oui, alors je l'ai rencontré... tu le connaissais évidemment. Depuis un an, on va dire. Ouais. Notre première rencontre était... Enfin, moi je lui disais, c'est qui ce mec qui fait la gueule, et lui il disait c'est qui ce clown arrogant. Donc on s'était vraiment forcément ça allait bien se passer. Ça allait bien se passer. Et son meilleur ami qui s'appelait Michael Ziegler arrêtait pas de lui dire tu devrais passer du temps avec Adrien, vraiment vous devriez bien vous entendre, etc. Et on a passé du temps ensemble. Parce que moi j'étais intrigué aussi, parce que si tu veux, lui il était tout ce que je n'étais pas à plein de niveaux, mais je parlerai pas
de sa vie personnelle, mais c'était un autodidacte qui s'était lancé dans la tech en 97. Un fan absolu de tech. Un fan absolu de tech, qui avait des bidouilles des ordinateurs depuis qu'il avait 4 ans, qui avait vendu sa start-up en 2000 au plus haut de la bulle, au moment où moi je démarrais la mienne, avant le plus grand crash de l'histoire de la tech. Et donc je me dis, c'est bizarre quand même, moi j'ai fait HEC, la prépa, les bons élèves, machin. J'ai à peu près 500 € sur mon compte en banque. Et lui, il a fait aucune étude. Il est déjà millionnaire. Il a déjà. Ça t'agace. Encore une fois, là, ça t'agace. Tu vois le truc. C'est un peu comme Justin qui était à Goldman Sachs, qui est parti. Tu dis juste, j'ai envie d'en être. C'est ça ton point. Je me dis, je veux pas rester sur le bord de la route. Ouais. Il faut que j'y arrive. Faut le choix avec eux. Faut le choix avec. C'est ton coin des winners. Tout en étant, si tu veux, et j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je le voyais comme une forme de non-compromission par rapport au système, alors que j'étais moi-même, entre guillemets, compromis dans une forme de système. Mais ça aurait été, entre guillemets, trop facile, et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier, mais d'aller gagner de l'argent dans des métiers de banque ou de conseil où on est très, très, très bien payé et où il suffit, entre guillemets, d'être travailleur intelligent, et d'accepter qu'on nous fasse beaucoup bosser. Et donc, ma femme a aussi insisté pour dire tu devrais passer du temps avec Philippe, etc. Et puis, Philippe et Michael avaient créé une entreprise entre les deux, et je les ai aidés. Une agence web, hein? Non, après l'agence web, ils ont créé une chaîne de magasins d'accessoires de mode. Okay. Et à un moment, ils ont été approchés pour se faire racheter, et ils m'ont demandé de les aider un peu à travailler sur les business plans, etc. Donc, c'est ce que je faisais, entre autres, chez Deloitte. Donc, on a commencé à travailler comme ça. Et Philippe, un jour, à un déjeuner avec Michael, me dit, voilà, on va créer cette boîte qui s'appelle Split Games. C'est une plateforme d'échange de jeux vidéo. On a besoin de quelqu'un qui peut faire du business et de la finance. Et est-ce que tu veux venir? Le deal, c'est 25% du capital, pas de salaire. Et si dans 6 mois, tu n'as pas levé au minimum 2 millions d'euros, on te rachète tes parts pour 1 euro. Et moi, bon deal, hein, ça me paraît un bon deal. Et moi, je suis rentré et j'ai été voir mon boss Guillaume Cornu, que j'adore aussi, qui a joué un rôle important dans ma vie. Parce que lui, il ne t'a pas dit non, n'y va pas. Non, lui, il m'a encouragé, entre guillemets, il m'a aidé à sortir du système. C'est beau, hein? Et merci, Guillaume, il a compris mon envie, et donc j'ai démissionné, on s'est mis d'accord, et voilà, et je suis parti dans cette aventure. Voilà. Donc ça, on est dans ces années-là. Donc là, vous développez les business, ça se passe correctement parce qu'il y a quand même un exit, qui est certainement pas l'exit que tu imaginais, que tu aurais imaginé quelques années après, mais là, on n'est quand même pas 25 ans après. Vous vendez au groupe Fnac, vous gagnez quelques centaines de milliers d'euros chacun. Un peu plus. Pas suffisamment pour assouvir tous les besoins que tu as. On parlait tout à l'heure, c'était pas assez. Est-ce que l'argent, est-ce que tu as assez? Là, tu t'es dit, c'était pas assez. Et là, c'est intéressant parce que vous restez avec Philippe à la Fnac. Et donc, vous intégrez, là aussi, le deal était celui-là. Enfin, pour les gens qui nous écoutent aussi, pour ceux qui ne connaissent pas forcément comment ça se passe, tu peux avoir des acquisitions où tu vends tout de suite, tu donnes les clés du camion et l'acquisition, tu l'implémentes pas. Et puis, il y en a d'autres où tu vas rester, ce qui est souvent le cas, mais là aussi, tu as un complément de prix potentiel. Toi, tu avais un complément de prix par la Fnac si tu faisais bien les choses? Nous, on avait un deal qui était, où en gros, pour faire simple, mais si on restait 3 ans et qu'on atteignait nos objectifs, on multipliait par 4 notre gain. Donc, tu as plutôt intérêt à rester. Donc, vous avez réussi à faire ça, finalement? Et on a atteint 100% de l'objectif. Donc, c'était... En fait, l'histoire de la Fnac, c'était vraiment un des moments... Qui te rachète là-bas? Mettons en avant les gens qui achètent. Un gars qui était là. 2 gars instrumentaux, un gars qui s'appelle Xavier Flamand. Ah, Xavier. Voilà. Qui travaille chez Amazon. Qui est chez Amazon. On était à l'école ensemble. Brillant et une machine de travail. Une machine de guerre. Et Fabien Sfez, qui était directeur général de la Fnac, qui a ensuite été business angel dans Miracle en investissant à nos côtés au tout début, et c'est là aussi, et franchement ça a changé notre destin et ça mérite d'être signalé quand même, pour les autres entrepreneurs d'ailleurs, c'est que tu as parlé de ce mécanisme de complément de prix, mais en fait au bout de 6 mois, on s'est rendu compte que la manière dont il avait été calculé fonctionnerait pas. On est allé voir Xavier et Fabien. On leur a dit, écoutez, nous, dans ces conditions, on ne va pas rester. Et eux ont dit, OK, pas de problème, on va modifier la structure. Parce qu'on a besoin de vous pour mettre en œuvre cette... Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Hein. Ouais, mais on a besoin de vous pour mettre en œuvre ce programme. Et grâce à eux, on est resté. On a touché le complément de prix. On a fait un grand succès pour la Fnac. Et ce succès est devenu... le départ, la genèse de Miracle. Et pourquoi Donc c'est des gens qui changent, enfin c'est ça le destin. C'est des rencontres de gens et qui en plus, et ce qui est très compliqué, c'est très compliqué pour avoir vendu plusieurs entreprises,
l'acquisition est très compliquée souvent, et donc tout le monde n'est pas capable de faire des acquisitions qui se passent bien, parce qu'en effet, il faut au bout d'un moment savoir que ça reste un partenariat, et ça devient assez compliqué parfois pour certaines personnes qui voient mal ce partenariat du moment que tu gagnes trop d'argent, ce qui est aussi compréhensible d'ailleurs. Quand je parlais du montant, pourquoi vous n'avez jamais communiqué, pourquoi tu ne communiques pas sur le prix que tu as gagné? Maintenant que vous avez gagné beaucoup plus d'argent sur Miracle, pourquoi c'est, quand je dis quelques centaines de millions, c'est pas trop, on ne sait pas si c'est 500 000, 1 million, pourquoi comment tu expliques ce problème qui est souvent, toi, on a du mal à parler d'argent quand il y a du succès, pourquoi? Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a des cas où c'est confidentiel et c'est légalement... 15 ans après, il n'y a plus, voilà. 20 ans après, il n'y a plus de ça. Après, après, je pense qu'il y a aussi un sujet par rapport à des collaborateurs qui pouvaient travailler avec toi, qui peuvent avoir une forme d'aigreur ou de jalousie par rapport à jalousie ou de rancœur. Mais 15 ans après, c'est plus difficilement compréhensible. Oui, alors après, et puis après, je vais te dire très sincèrement... je me souviens pas du montant. Non, mais j'essaye de me rappeler parce que, comme tu dis, je dis toujours la vérité. Mais je me rappelle plus si le premier chèque que j'ai touché c'était 300 000 ou 900 000. Ouais, alors que les gens qui m'écoutent et qui gagnent le SMIC, s'il y en a, diront mais le mec est tellement déconnecté de tout. Mais ce que je sais, c'est que si tu veux. C'est là, parce que vous allez voir que dans quelques minutes, on va parler des 855 millions levés. On appelle ça le mazal, c'est un peu la chance, c'est le moment où tout s'aligne, mais c'était un peu, si tu veux... Tu utilises beaucoup d'hébreu plus que d'anglais, j'aime bien ça, parce que normalement, toi qui habites Londres, ça devrait être de l'anglais, comme on dit, mais tu utilises, t'aimes bien utiliser l'hébreu. Mais c'est quelques mots un peu qui sont structurants de la vie, tu vois, j'allais dire d'une lifeline, tu vois. Non, ça y est, tu vois, et en hébreu, lifeline, dis-moi comment on fait, quoi. Mais en fait, si tu veux... Il y a eu cette espèce de moment où, pour moi, quand on a vendu cette boîte, en gros, j'ai eu mon premier enfant quelques mois avant, qui a été, pour moi, avoir un enfant, c'était vraiment une transcendance. C'était un choc existentiel, émotionnel, sans nom. Enfin, je dis souvent à ma fille... je t'ai rêvé toute ma vie avant même que tu existes. Et la deuxième, pareil, en fait. C'est ça. Tu leur mets un peu de pression, là. Mais non, j'ai rêvé d'elle. Ouais. Et je sais que, si tu veux, j'ai vendu ma boîte et ça aurait pu être 50 000 euros ou 5 millions d'euros. Pour la première fois de ma vie, quelque chose avait réussi. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets? C'est-à-dire... Le fait que tu avais vendu ou que tu avais eu un enfant? Non, ce que je veux dire, c'est d'un point de vue professionnel. Ça y est, t'avais réussi. Quand les gens ont du mal à t'entendre. Tu fais HEC, c'est quand même t'es en haut il y a peu de gens qui le font quand même HEC. Ouais, mais je pense que pour toi, c'était pas assez. Si tu veux, c'est un moment dans ma vie où, je te jure, ce chèque, je l'ai touché et je me suis dit, je suis milliardaire. Je pourrais emmener ma femme au restaurant. Quel jour après, tu t'es dit, c'est pas assez? Non, même pas, si tu veux. J'ai fait des cadeaux, machin, des trucs. Et puis après, et en fait, par contre. En revanche, pour parler en français bien... en français bien. En bon français. Ce qui est difficile... C'est meilleur en hébreu aujourd'hui. Ce qui est difficile, ce qui est assez difficile pour moi, c'est... Ton podcast s'appelle Pause. C'est justement de faire cette pause, d'apprécier et de prendre le temps avant de repartir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est-à-dire, quand on a fini la Fnac, on a... fini le 31... Non, on a eu notre chèque, le dernier chèque, le 6 janvier 2012. Le 7 janvier, on était dans notre bureau avec Philippe pour créer Miracle, qu'on avait déjà démarré depuis 6-7 mois. Il ne faut pas qu'ils entendent. Il le savait parce qu'on était allé demander à Xavier Flamand la permission. Parce qu'on essaye de faire toujours les choses de manière réglo. On va parler de Miracle, de ce moment où toi, on a compris, tu as du mal à... Il y a un moment, et puis il y a une continuité aussi. La vérité, c'est cette continuité-là. Ce que tu as appris, souvent on le voit dans les entrepreneurs. Évidemment, tu représentes ces entrepreneurs-là. Tu es meilleur la fois d'après, souvent. Donc tout ce que tu avais appris, premier échec avec SoFunky, deuxième succès, mais petit succès par rapport à ce que tu pouvais imaginer. Le troisième, c'est là où tu as mis tout ce que tu savais faire, avec pas plus de passion, parce que là, on parlait de jeux vidéo au départ. Là, explique pour nos auditrices, nos auditeurs, pour des gens qui peuvent comprendre sans avoir fait des études poussées, ce qu'est Miracle. C'est une solution logicielle. C'est un logiciel. Donc c'est une application. Okay. C'est une app. App, ça va. C'est une app. Ça va. C'est une app. C'est une app qui permet à des enseignes de distribution
Decathlon, Leroy Merlin. C'est vos clients, ça, hein? Voilà. D'accord. De mettre à disposition de leurs clients sur leur site internet un catalogue de produits extrêmement large, mais ces produits ne sont pas livrés et vendus directement par Decathlon, mais en fait par d'autres marchands qui, eux, n'ont pas le trafic sur leur site que Decathlon a et qui vont payer à Decathlon une commission en échange de cette vente qui va être générée par Decathlon. Donc c'est une sorte d'Amazon, voilà. C'est une sorte de marketplace Amazon de marketplace ou de place de marché. Et donc notre solution fournit toute l'infrastructure technique qui permet que ça fonctionne. Moi j'aime bien poser la question aux entrepreneurs. C'est quoi l'autre nom? À part si ça ne veut pas être Miracle, c'était quoi votre deuxième option? En fait, c'est très vite été Miracle. C'était Miracle Box. Miracle Box au départ. Parce que l'idée c'était de fournir... je vais pas un framework, comme un truc, une boîte magique. T'es Decathlon, tu ouvres la boîte. Au début, mais vous avez déposé ça en Miracle Box ou c'était Miracle déjà? Non, on a déposé Miracle Box, Miracle. Et t'avais un Miracle.com, il existait avec le KL. Oui, KL, oui. Il existait un KL, oui, c'est ça. Ouais, rapidement, vous avez dû voilà, donc c'était un peu plus compliqué. Là, on va parler un peu d'entrepreneuriat et de Miracle. Sur l'entrepreneuriat Miracle, le succès. Et un succès d'équipe à chaque fois, évidemment, un succès d'une cofondation qui a fonctionné. Alors ça tombe bien, tu connaissais Philippe Jacorod depuis des années, grâce à votre première entreprise. Mais raconte-nous un peu qu'est-ce qui était aussi bien entre vous deux? Qu'est-ce qui est aussi bien entre vous deux des années après? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, un partenariat? On le sait, et tu disais souvent, les investisseurs peuvent se poser la question en disant, est-ce qu'on préfère que tu sois seul entrepreneur? Est-ce que vous préférez que vous soyez deux? Ce travail n'est pas évident, tu l'as vécu par le passé déjà, hein. Arriver à avoir un bon partenariat, comment tu le définis ça? Je pense qu'il y a plusieurs choses, et pas dans l'ordre, hein, mais je pense qu'il y a une complémentarité en termes de compétences. Ok, technique, donc skills. Hein, Ouais, il y a une complémentarité en termes de compétences, une complémentarité aussi d'envie. Par exemple, moi, j'occupe beaucoup d'espace sur la scène parce que c'est mon théâtre à moi, entre guillemets, quand Philippe, lui, déteste faire ça. Il t'embête pas, ça l'ennuie pas que ce soit toi qui soit... Il y a une complémentarité, il y a, et c'est très important, un alignement de valeurs profond, c'est-à-dire je pense qu'on voit la vie de la même manière, le rapport aux autres, même si on est très très différents, on ne peut pas être plus opposés dans nos goûts musicaux, dans nos goûts alimentaires, enfin je pense on n'a rien en commun de mondain, entre guillemets, tu vois, mais sur le socle éthique et valeurs, on est 100% alignés. Je pense qu'il y a une admiration mutuelle réciproque qui est fondamentale, et même qui est de l'amour, en réalité. Et voilà, enfin, je pense que c'est trois piliers. Et oui, il y a un truc très important, c'est que je pense que tous les deux, on a très vite accepté de mettre notre ego derrière nous, dans le cadre de notre relation. Okay. Voilà. Je peux raconter une anecdote ou pas? Tu peux, mais ici c'est chez toi. Ah bon. Non, mais parce que je pense que c'est un truc, c'est important parce que comme je vois souvent à HEC des jeunes qui montent des boîtes et qui un peu se font des équipes de fondateurs et puis souvent ça part très vite en sucette. Moi, je me rappelle très bien que Philippe et Michael m'avaient donc fait venir en partie aussi pour mener la levée de fonds. Et on était un samedi matin chez Philippe et j'avais préparé le pitch et je leur présentais la présentation pour les investisseurs. Et Philippe, qui est, qui a un QI très élevé et qui peut avoir certains traits de communication, bonnes d'expression qui peuvent être propres à ces J'aime bien comment tu m'amènes. Là, tu fais des cercles là pour arriver. Qui peut de temps en temps ne pas donner beaucoup d'explications. à une affirmation. En gros, me dit, après mon pitch dont j'étais très fier, c'est de la merde, sans me le dire exactement comme ça. Mais c'est comme ça que tu le comprends. Et donc, si tu veux, ma première réaction, était défensive, c'était de me dire attends, je comprends pas, moi je suis là le mec, je sais faire les pitchs, c'est moi qui j'ai fait la banque d'affaires, j'ai fait et si tu veux, notre association elle aurait pu partir en couille très rapidement sur des petits trucs comme ça, et si tu veux, je me suis dit je vais m'améliorer, la big picture, on peut tous apprendre les uns des autres, et je sais pas la parler en français, mais c'est pas à propos de toi, c'est un nous. Et donc, tu dis que tu peux parler français. Il faut savoir aussi que tu habites et que tu as longtemps habité à Boston
et à Londres. Donc voilà, si tu as pour que les C'est gens nous pas que écoutent, je suis c'est pas que tu le fais fan exprès. de Jan Birkin. Exactement. Oui, que j'aime bien. Ou de Jean-Claude Van Damme, c'est que C'est c'est parce que tous les jours, c'est comme ça, c'est ta langue. On va continuer, si ça te convient, par une autre pause. Là, ça va être une pause amicale. On a une pause de quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de ton temps depuis des années. On parle de Philippe Corot. Salut mon frère. Toi qui aimes la gastronomie, le cinéma, l'onologie, le jazz, la littérature, pourquoi tu as accepté d'aller déployer toute ton intelligence et tout ton talent à créer une entreprise dans le software? La réponse rapide, c'est pour toi. La réponse... Quel bullshitter. Non, mais c'est pour la confiance que j'avais en lui et l'affection que j'avais en lui. Non, mais ça reprend ce qu'on s'est dit au départ. C'est que, si tu veux, j'ai fait un choix de mettre le fait d'accomplir une sécurité matérielle sans me compromettre. C'est-à-dire, pour moi, me compromettre, c'était devenir salarié, ce qui n'est pas que les gens le prennent pas mal. Hein, je veux dire, c'était pour toi, en tout cas. C'était existentiel pour moi. Sentiment. C'était voilà. Donc, si tu veux, quand tu as la chance de trouver sur ton chemin quelqu'un de formidable comme lui, toi, avec tout ce qu'on s'est dit, c'est sa locomotive et tu dis, je veux faire partie de ce train. Voilà, je veux monter là-dedans. Ça arrivera à l'heure. Je me suis dit, il a une vision et moi, je peux l'aider à la mettre en œuvre et on sera plus fort à deux. Ouais. Voilà. Mais c'est, comme je dis, on en a parlé, pour moi, ne pas avoir de passion pour la tech, c'est une souffrance, si tu veux. Heureusement que je me suis nourri des rencontres, des voyages, des aventures, de la réussite. Parce que tu n'as pas la même passion que Philippe, qui est un passionné absolu de la tech. Toi, tu es alors là dans le spectre. Et après, merci Philippe pour cette question-là. Et puis, commencer une introduction, et ça tombe bien que juste avant, tu as dit que l'amour, parce que tu utilisais ce terme-là quand il t'appelle mon frère, c'est fort. Bah oui, mais je pense que c'est... Aujourd'hui, si tu veux, notre relation, elle est fraternelle. Et c'est 20 ans, à travailler matin, midi et soir ensemble. Un respect mutuel, une admiration mutuelle, et vraiment, de la tendresse, de l'affection. Enfin, je veux dire, et puis quand on est des années sur le même bureau, parce que jusqu'à ce que je parte aux États-Unis, c'est même pas qu'on avait 2 bureaux, on avait une table pour 2. Et donc on a tout vécu, les grossesses, les problèmes pendant les grossesses, la vie quoi. J'ai pleuré dans ses bras, et il a pleuré dans les miens. Désolé Philippe, je te grille, mais pour la victoire de la France. Ouais, voilà. Alors lui, le foot pour le coup, c'est pas son truc. C'est que ça marche pas ça. La vie. Pour la sortie du nouvel iPhone, il a pleuré. Du premier iPhone en 2007. Vivement, Messi, Steve Jobs. Il était BlackBerry assez longtemps, curieusement, mais bon, bref. Moi qui ai vendu une entreprise, merci Philippe, qui a vendu une entreprise à BlackBerry. On va parler justement, c'est intéressant, on parle de BlackBerry. Comment Miracle ne vient pas, le Nokia, le Kodak, comment tu arrives, après que vous avez créé une entreprise en 2012, on est quand même des années après, à continuer à être innovant. Et alors là, on va parler d'un sujet qui est en train de changer quand même le monde entier, pas que de la tech, c'est l'intelligence artificielle. Comment tu le vis ça? Comment tu le vois arriver quand toi tu mets 10 personnes et il y a d'autres qui en mettent 200? Beaucoup de gens voient le software comme un monde qui est totalement dépassé parce qu'on peut développer un logiciel en 3 heures alors qu'il y a encore 5 ans c'était 3 mois. Comment vous le vivez en interne ça? Ça vous inquiète? Pas du tout? Non, mais je pense que l'obsolescence, d'une manière générale, c'est toujours une inquiétude. L'AI, comme vecteur d'obsolescence accélérée, absolument. Donc après, si tu veux, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que d'une part, notre complémentarité, une fois de plus, joue, puisque d'un côté, Philippe, il a un tel appétit, il est insatiable sur ces sujets. L'innovation. Donc, on a mis de l'AI chez Miracle depuis 10 ans. On l'appelait machine learning, on l'appelait autrement. Donc, parce que quelque part, et bon, je ne vais pas parler de lui non plus trop, mais dans ses caractéristiques personnelles, je pense que l'AI, en tant qu'entité ou matrice, ça représente quelque chose de profond, d'humanisme, de transhumanisme. Enfin, il y a quelque chose qui va assez loin. Donc, je pense qu'il a vraiment il est passionné par ce thème. Donc, je pense que d'un côté, on a quelqu'un qui Vous avez eu cette chance-là, ça que tu qui dis. est en éveil permanent et qui a comme phrase préférée seuls les paranoïaques survivent. Andy Grove, voilà, la fameuse phrase d'Andy Grove de Intel.
D'ailleurs, en parlant de potentielle obsolescence, c'est intéressant, mais bon, il est plus là. Et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un comme moi, entre guillemets, qui est tellement, c'est difficile de parler de moi, mais qui veut tellement pas échouer que s'il faut aller vendre du sable aux Bédouins ou des glaçons aux Esquimaux... Tu le feras, et tu seras bon à ça. Voilà, j'essaierai de le faire et d'être le meilleur à ça. Et je pense que c'est cette combinaison, plus le fait qu'on a aujourd'hui des équipes quand même qui participent. Tu comprends bien, toi, les AI? Tu es partie des gens qui... tu es à 1/10 de ce que Philippe comprend. Je pense que... Non, d'abord, je pense que les AI... je pense que comprendre les AI, c'est sûrement beaucoup plus facile que développer des modèles et tout ce que ça implique. Donc, comprendre les AI, je pense que ça va. Après, par exemple, pour te donner des idées un peu concrètes, sans rentrer dans... Et on a annoncé ça parce qu'on a un partenariat avec OpenAI. Mais en gros, nous, les AI, c'est à la fois une manière de transformer notre organisation. Donc, tout le monde un peu le fait aujourd'hui, mais nous, ça fait 5 ans qu'on a transformé notre support client et des secteurs comme ça, la manière dont on génère du leads dans les équipes commerciales. On a inversé la pyramide. Au lieu de démarrer par des humains, on démarre par des agents. On a développé des produits qui aujourd'hui sont compétitifs et nous permettent de gagner des parts de marché natifs AI aussi. Et c'était la seule condition à laquelle on s'autorisait à rentrer sur ces marchés. Et aujourd'hui, on essaye d'être un acteur incontournable dans le commerce agentique. Sans être trop spécifique, parce que moi, je trouve ça un peu rébarbatif, ces discussions un peu trop techniques, donc j'ai pas envie d'ennuyer c'est ton podcast. Et en plus, je sais que tu penses pas très loin de ça, toi. Ceci étant, sur ce qu'on vient de dire là, vous l'avez intégré. Est-ce que pour toi, qui est une vision assez, ça vient beaucoup de ta maman, assez humaniste de la vie, de dire que AI fait que ça fait devoir faire partir des gens, ce qui est quand même de plus en plus le cas sur certaines positions. Est-ce que toi tu dis ça va en recréer, un peu le truc un peu facile, on fait partir des gens là, mais on en recrée là, ou tu penses comme moi que c'est quand même certainement une chose positive pour l'accès à de l'information, pour la capacité à aller plus vite, faire mieux certaines tâches, mais qui a quand même un vrai impact sur l'humain et sur le marché du travail. Toi, tu le vois comment, ça, en tant que patron de boîte? T'as une position? Non, d'abord, j'ai pas de position... Tu vois bien que ça fait partir des gens. C'est évident que quand tu remplaces des personnes au service client par des agents, les gens qui étaient au service client faut bien partent. Après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils vont travailler au service client de la boîte AI qui permet aux gens de... Je pense qu'il y aura des... tu vois, et donc je pense que de manière un peu générique et facile, mais c'est comme le silex et le feu, on est dans une révolution... Pour toi, c'est une révolution humanitaire qui peut être... humaine, une révolution humaine qui ne s'interdit pas d'être humaniste à condition... c'est comme tout, qu'elle soit utilisée à bon escient. Et on voit bien que toutes les grandes transformations dans l'histoire de l'humanité ont toujours eu des côtés positifs et des côtés négatifs. Tu vois, avec le feu, il y en a qui cuisinent des plats qui nourrissent les gens et il y en a qui brûlent des maisons. Donc c'est un peu banal ce que je dis, mais après, moi, je n'ai pas de connexion émotionnelle à l'AI. Après, ma fille, si elle était là, elle dirait « Mais ChatGPT, c'est devenu ton meilleur ami, papa. » Et c'est vrai que je rentre du foot hier, j'avais mal au mollet, j'ai demandé à ChatGPT, je rentre du foot, qu'est-ce que je dois faire Et il te donne des informations. Et il m'a dit prendre une douche comme ça, puis machin, ses étirements, et c'était super. Mais mon kiné, il n'était pas disponible à ce temps-là, donc si tu veux... Garde ton kiné quand même. J'aime beaucoup Dave O'Neill. Mais... Pour revenir sur ça, et en particulier par rapport à toi, là on parle d'obsolescence, est-ce que tu penses que toi tu peux être aussi obsolète? Ça fait, moi quand je te vois, je me dis ça fait quasiment 15 ans qu'il dirige avec une passion plus ou moins importante. Et à quel moment, en fait, quand vous étiez 3, moi je ne crois pas qu'un CEO est aussi bon pour 50 personnes que pour... Combien de personnes vous avez maintenant? 800. Ouais, 800. Et peut-être demain 1000 ou 1500. Peut-être pas autant à cause ou grâce à AI. Toi, tu n'as pas un moment où tu dis juste mon seuil de compétence, il a atteint. Je ne parle même pas de quelque chose qui t'intéresse, toi. Comment tu fais pour, là aussi, toi, continuer à être formé, avec beaucoup écouter? Je pense que l'obsolescence du dirigeant, qui est une réalité, en fait, le monde veut l'attribuer à une limite de compétence. Voilà,
tu sais gérer des équipes de 100 personnes, comment dire, tu sais lead from the front, être un meneur sur le terrain et pas un meneur assis dans En réalité, je pense que c'est du bullshit. C'est du bullshit. Je pense que c'est faux. Je pense que quelqu'un qui est entrepreneur, quelqu'un qui dirige une entreprise qu'il a créée, il est capable de tout faire. Est-ce qu'il est capable de tout faire mieux que tout le monde ? Non, parce que ça n'existe pas, mais il est capable de tout faire. Je pense que l'obsolescence du dirigeant, elle vient principalement du bonheur, de la recherche du bonheur. Et quelque part, du fait que des dirigeants, à un moment, ont satisfait peut-être, comme toi, des besoins matériels et se sont dit, finalement, faire des boîtes de Faune Valley, ça n'a pas changé le monde. Et c'est vrai que ça ne change pas le monde. Et les boîtes qui changent le monde, il n'y en a pas beaucoup. Elles impactent les gens qui travaillent pour les gens qui travaillent ou qui vivent avec eux. Mais tu t'es dit, voilà. Et donc, je pense que c'est plus, pour moi, l'obsolescence du dirigeant, elle est plus liée à l'envie, la motivation. L'alignement donc, est-ce que tu as atteint, ses besoins. Justement, à quel moment, toi, tu me dis, j'ai assez. Donc, toi, une des raisons pourquoi tu as fait le miracle, c'était une raison financière. Après, tu peux me raconter ce que tu veux, mais à la fin de la journée, c'est quand même pas mal pour ça. Évidemment, l'amitié, l'amour, le désir de croissance, mais on parle pas d'un bouquin, toi qui aimes écrire, qui aime le cinéma, c'est pas cette même passion. Donc, on va dire que tu as un peu plus atteint cette réussite-là, après autant d'années. Moi, je pense que les gens ne peuvent pas faire des mêmes choses essentiellement par le manque d'expérience. Toi et moi, on le sait, c'est pas du tout la même chose de gérer une entreprise de 1000 personnes que de 50 personnes. C'est pas pour autant que tu peux être aussi bon, mais en tout cas, tu n'auras pas la même expérience. Si tu as déjà créé une entreprise, si tu as déjà mené une boîte en bourse, la seconde fois, il y a plein de choses que tu sais déjà. Donc pour moi, il y a quand même une courbe d'expérience. Par exemple, la qualité numéro 1 d'un patron d'une boîte en bourse, c'est qu'il prend du plaisir ou qu'il accepte de se faire chier à être patron d'une boîte en bourse. On est d'accord. Mais la seconde fois, soit il aime l'autre et il aura l'expérience de ça. Ce qui n'est pas forcément... Gérer et lever des fonds, c'est un autre métier dans lequel vous êtes très bon, vous avez réussi. Mais mon point, c'est... Sur ce leader-là, ça m'intéresse ce que tu me dis, parce que pour toi, tu peux être CEO d'une boîte de 50 personnes que de 1000 personnes. Dans ces cas-là, c'est quoi pour toi les clés ? C'est quoi un bon patron leader ? Non, mais ce que je vais dire, c'est une banalité, mais c'est la combinaison de savoir s'entourer, et ça on le dit toujours, mais savoir s'entourer sans savoir écouter, ça sert à rien. Et donc en fait, si tu veux, pour savoir écouter, il faut savoir se remettre en cause soi-même. Il faut accepter qu'on pouvait à un moment avoir les réponses à tout et qu'à un moment on n'a plus les réponses à tout. Et en fait, c'est difficile. Et je pense qu'une des failles des dirigeants, c'est qu'ils ne savent pas écouter. Ils disent « je me suis bien entouré ». Mais alors, ça, c'est essentiel. Hein. Ne dites jamais « je sais ». Je pense que ce que toi tu dis, c'est peut-être ta culture qui fait de savoir que tu n'as pas toutes les données parce que tu n'es pas un techos qui connaît tout. Et moi, je pense que c'est comme ça que je me reconnais aussi, c'est que je ne sais rien. Et la première principe qu'on doit atteindre, et c'est la raison pour laquelle les entreprises que j'ai créées ont réussi, ou réussissent toutes, c'est que je pars du principe que je ne sais jamais rien. Donc évidemment, ça me laisse pas mal de choses à apprendre et à écouter. Et je pense que cette ambition qui est la tienne, avec cette capacité, tu l'as dit, d'apprendre, et puis cette volonté, c'est là où je te rejoins, si tu n'as pas l'envie, ça devient quand même compliqué. Toi, tu as quand même eu plus d'envie que les autres quand même. Tu crois qu'on peut ne pas réussir sans travailler plus que les autres ? On peut avoir des coups de bol, tu vois. Ouais. Je connais des gens... T'en connais beaucoup, toi, Je connais des gens malins. On peut être malin. Sur très court terme, Voilà, par exemple, je connais des gens qui se sont retrouvés à avoir un filon pour importer des masques pendant le Covid et qui, en 3 mois, ont empoché plus que sur 3 générations. Ouais. Mais ça ne fait pas d'eux des criminels. Tu vois, le monde avait besoin de masques. Ouais. C'est un jeune entrepreneur, justement, vient de voir aujourd'hui en disant, tiens, c'est quoi le... J'ai envie de créer ça, j'ai envie d'être toi dans 20 ans. C'est quoi le conseil qu'est-ce que tu lui dis à ce jeune, ou pas jeune d'ailleurs, qui me dit qu'il a envie d'être entrepreneur? Il a dit, moi, j'ai envie d'être toi, Adrien, dans 20 ans. Et qu'il ait 20 ans... J'ai essayé d'y réfléchir à 2 fois. mais pourquoi? Donc tu lui dirais quoi? Tu dis, hop, surtout pas. Non, pense à ça. Ne fais pas ça. C'est quoi qui t'aurait pas fait, toi? Non, mais... En fait, je pense que le seul vrai conseil que je donne aux gens qui veulent être entrepreneurs, c'est... Enfin, c'est un conseil, je sais pas, mais c'est qu'il faut croire au mektoub, pour une fois pas utiliser que de l'hébreu. Mais là, on est mektoub, c'est du destin. Mais ce que je veux dire, c'est que un investisseur, une fois, nous avait dit, quand on hésitait entre 2 fonds, il avait dit « la chance sourit aux audacieux » en disant « choisissez-moi », parce que même si sur le papier... Et en fait, je pense que... Tu les as choisis, eux, ou pas? Ouais. Une des graves erreurs que les gens font, c'est qu'ils essayent de rationaliser avant.
Et en fait, moi, j'ai toujours dit, si tu rationalises avant, tu te lances jamais parce qu'il y a aucune raison tu le fasses. de le faire. Ça n'a pas de sens de se dire super, alors je vais monter une boîte, c'est un truc de messagerie instantanée qu'on va vendre à des jeunes cool aux États-Unis. 20 ans après, t'es malade mental si tu veux, mon pote. Mais si j'avais pas fait ça, je serais pas venu aux US, j'aurais pas rencontré ma femme m'aurait pas rencontré Michael, qui m'aurait pas rencontré Philippe, j'aurais pas 2 enfants extraordinaires. Enfin, je veux dire, je serais peut-être autre chose, tu vois. C'est plus simple. Pour toi, c'est plus simple à faire à 20-25 ans qu'à 45 ans. Pas vraiment, pas forcément. Une fois de plus, tu sais, rationalises plus peut-être à 40 ans. Après, je vais encore faire il y a une la Bible. Ah, on est reparti. La Bible. Bah, tu vois, t'es mystique, mon ami. La Bible est découpée en chapitres qu'on lit toutes les semaines. Et il y en a une qui s'appelle l'Erléra, qui se traduit par « va vers toi », on va dire, où Dieu dit à Abraham de quitter son père et de partir et qui va le guider vers la terre, pas promise à l'époque, mais la terre de Canaan. Et en gros, il lui dit « laisse derrière toi les choses, tes attaches, pour aller vers toi-même ». Et en fait, que ce soit à 25 ou à 45, il faut accepter de laisser derrière soi. Ce qui est parfois plus facile à 25. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai laissé ma mère derrière moi pour aller aux États-Unis. Maman, désolé, elle devait être contente. Maman a pleuré tous les jours. Et toi aussi. Et moi, j'ai pleuré de faire pleurer ma mère. Revenons sur Miracle. Miracle, là, on parle de chiffres. Des chiffres qui sont impressionnants. Alors, on va revenir un peu là-dessus. Impressionnant. Vous communiquez assez peu sur vos revenus. Vous avez communiqué sur des revenus assez récemment. Une fois par an. Depuis quand vous communiquez sur vos revenus ? Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on le fait. D'accord. Ouais. Je ne me souvenais pas que ce soit aussi long que ça. 4-5 ans. Peut-être, d'accord. mais c'est bien, on dit la vérité. Et on a été les premiers à le faire en France, des entreprises non cotées. Oublions pas, c'est que... Et on va en parler un peu parce que le monde s'est quand même extrêmement retourné entre le moment où vous levez des fortunes. Donc là, en effet, quand tu arrives à vendre, tu es un très bon vendeur. Alors, il faut faire attention quand on dit ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les vendeurs. Alors, c'est mon côté peut-être un peu américain, mais encore une fois, si tu n'arrives pas à lever ou vendre ton produit, tu auras du mal à faire la chaîne de valeur après. Mais c'est vrai que vous levez, je crois, jusqu'à plus de 800 millions, je ne sais pas si c'est des dollars ou des euros d'ailleurs, donc en 2 fois. Donc c'est une somme considérable. Vous communiquez à ce moment-là, là on est en 2020, il y a longtemps de ça, et vous communiquez sur une valorisation qui est à l'époque de 3,5 milliards d'euros, dollars, je sais plus. De dollars en 2021. D'accord, on est en plus dans dollars, d'accord. Et donc en gros, pour les gens qui sont ici, qui nous écoutent et qui ont cette envie de lever de l'argent, que ce soit 50 000 euros ou des centaines de millions, tu peux nous dire, c'est quoi toi qui es un champion à ça, c'est quoi les 2 trucs qu'il faut absolument savoir? Si tu fais une masterclass sur comment lever de l'argent, c'est quoi les trucs, toi qui est très bon à ça, c'est quoi les trucs qu'il faut jamais oublier? En fait, si tu veux, je pense que la levée de fonds, c'est comme le patinage artistique. Celle-là, je l'attendais pas, celle-là. Ok, alors, dis-moi, parce que... Je suis grand fan depuis Philippe Candeloro, Soria Bonali. Si vous nous écoutez, on vous adore. D'accord, 1992, on est longtemps à Berville. Là. Comme je sais que tu es appliqué avec les JO. Non, mais si tu veux, tu prends le patinage artistique. D'abord, tu as des années de pratique, de travail, etc. Donc, tu as quand même un socle fondamental. Mais ensuite, dans le patinage artistique, tu as l'épreuve, les figures imposées et le programme libre. D'accord. Tu t'y connais bien. Et en fait, la levée de fonds, tu as une figure imposée qui est l'équipe, le marché, la concurrence, la crédibilité quelque part quand même de ton projet, si tu veux. Et suivant les stades de ton entreprise, si tu es au tout début, tu n'as rien pour le prouver. Si tu es dans des séries D, E, ou enfin plusieurs... Donc là, c'est des années, pour ceux qui ne connaissent pas. On parle de séries, c'est des années après. Tu dois pouvoir montrer ton revenu, etc. Et après, le programme libre, c'est ce qui fait que tu vas dégager quelque chose qui va être soit... qui va être une aura liée à ta vision, qui va être une confiance en ta capacité d'exécution. C'est là-dessus que tu penses que vous êtes différent, c'est là-dessus ce que tu as apporté. Non, je pense que Philippe et moi, si tu veux, c'est Laurel et Hardy, tu vois, je veux dire... Donc quand les investisseurs vous voient... Alors un truc que tu m'as pas dit quand même, que moi je vais quand même ajouter, c'est que c'est un jeu de nombres, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que il y a peu de chances que si tu vois 2 investisseurs... Ah bah oui, j'allais le dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que malgré les chiffres mirobolants que tu as évoqués... Combien de rendez-vous tu as eu ? En gros, à chaque fois qu'on a fait des levées de fonds, et on a fait A, B, C, D, E,
Donc ABCDE, ça fait 5 levées de fonds. À chaque fois, on a vu entre 20 et 30 fonds. Et à chaque fois, on en a entre 2 ou 3 et 4 qui nous ont fait une proposition. C'est-à-dire que notre taux de rejet, il est de 90%. Il est de 80-90%. Il faut le savoir. Il faut l'accepter. Et ce taux de rejet ne s'est pas à continuer à être aussi important malgré les succès qui s'accumulaient. Pour des raisons différentes. Au tout début, les gens ils y croient pas. Après, ils trouvent que c'est trop cher. Bien sûr. Après, ils auraient préféré rentrer plus tôt. Bien sûr. Et toi, tu as trouvé un moment où c'est trop cher ? Où je me suis dit, on est trop cher ? Non. Bon, c'est difficile comme question parce que je te demande la vérité. T'as raison, c'est une question difficile. Non, ce que je veux dire, c'est que si tu veux. D'un côté, j'ai un papa professeur de finance qui est spécialiste français de l'évaluation d'actifs. Lui, il a trouvé ça très très cher. Et qui fait des évaluations pour des fonds d'investissement de leur compagnie, donc entre autres. Et de l'autre côté, j'ai un associé qui est autodidacte, pragmatique et qui nous ramène régulièrement dans le réel, en fait, en permanence. Donc, lequel des deux était le plus réel ? C'était ton papa ou non, Philippe ? Je pense que c'est quand... tu veux, la valeur, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer à un instant T. C'est la définition de la valeur. Donc, il s'est avéré qu'à différents instants dans l'histoire de l'entreprise, on a eu des gens qui étaient prêts à payer un prix, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Mais toi, perso, tu t'es pas dit que quand tu valorises... Après, c'est Spider-Man. Des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Des grandes valos viennent des grosses emmerdes. C'est ça que ça va avec forcément. Non, mais c'est ce qu'on voit. Moi, c'est vrai que le marché, tu as parfaitement raison. La vérité, c'est le marché qui décide. À bout d'un moment, si tu as des personnes... Il n'empêche qu'on a vu souvent ce sujet, on l'a vu en 99-2000 quand ça a déjà passé par une autre finalité, en tout cas une fin différente, le crack de l'Internet. À la fin, moi, je regarde souvent en disant, mais tiens, c'est quoi le comparable d'une boîte comme Miracle en bourse ? Mais moi, je regarde souvent, je me dis, c'est marrant, Lavalo, c'est plus qu'Air France. Alors qu'Air France, c'est Air France quand même. Et là, tu vas dire que, sauf que vous ne faites pas... Air France, ce n'est pas du software marketplace, mais il n'empêche que quand tu vois des multiples et quand des boîtes qui font pas votre métier, mais qui font des choses pas si éloignées que ça de software et que vous étiez à 5-6 fois les comparables, toi, tu te disais juste que c'est normal, au fil des années, vous allez vous rapprocher le plus de ça. Tu disais, mais tant mieux, il y a une opportunité. Non, je pense que le marché, le marché boursier est très différent. Non, mais je pense que si tu veux, en réalité, la valorisation, c'est un instant T, un ancrage auquel tu crantes une injection de capital visant à développer l'entreprise. Une fois que cette opération elle est faite, tu oublies la valo. La valo, elle n'est pas oubliée parce qu'il y a des gens qui ont des... Qui vont te la rappeler souvent. Des investisseurs, ils vont te la rappeler souvent. Qui ont payé un prix. Oui. Il y a des employés qui ont des stock options et qui misent dessus pour la liquidité, plus ou moins améliorer leurs conditions de vie à un moment donné. Mais quelque part... et puis, il y a des investisseurs qui vendent à certains tours et qui récupèrent et qui réalisent des très, très, très belles plus-values. Mais tu es obligé, si tu veux... Si tu te fixes là-dessus, tu n'avances pas en réalité. Parce que, tu vois, le monde est... Nous... Qui a raison ? En fait, la question, c'est qui a vraiment raison dans ce monde-là ? Est-ce que c'est le marché boursier ? Souvent, les gens disent que c'est à ce moment-là où quand tu vends ton entreprise... Oui, mais en même temps, si tu veux, tu regardes le marché boursier. IBM vient de racheter une boîte très cher, plus de 10 milliards. Voilà. Ils ont payé 42% plus cher que le prix où l'action était cotée. Donc en fait... mais non, mais ma question, elle n'est pas forcément dans le point T, le point 5 ans après, 6 ans après, une valorisation de 2005 est très différent du moment où on était à l'époque. Donc on va certainement pas faire pas du reverse engineering, mais dire tiens, à l'époque, ce monde-là était différent de celui d'aujourd'hui, qui sera lui-même différent de celui qu'on verra dans 2-3 ans. Donc c'est pas vraiment ça, mais c'est plutôt toi en tant qu'entrepreneur. À quel moment tu dis juste waouh, là soit c'est plus de pression, comme tu dis tout à l'heure, vu la valorisation ça te met plus de pression, tu dis juste on a réussi, on a assuré, tu dis, il y a des moments, parce que vous avez fait du cash out, vous avez pu à chaque fois vendre un peu de titres vous-même ? Nous et nos actionnaires et nos employés, à chaque fois qu'il y avait les 2 derniers tours, on a pu réaliser des sorties, ouais. Mais c'est aussi ce qui fait que tu continues au lieu de vendre ta société, puisqu'on a eu des offres au cours de la vie de l'entreprise. Bien sûr. Et qu'effectivement, il y a un moment, il faut quand même essayer de faire ça. Et le dernier tour, c'était quand ? En 2021, en septembre 2021. Il y a longtemps. Ouais.
Et c'était celui-là, 500 millions, 300 millions ou... Ça, c'était... Parce que moi, j'ai l'impression de 500 millions, 300 millions. Ouais, Lequel des deux? 500 quelque chose. D'accord, c'est un tour important. Et c'est là où vous avez pu justement ressortir nos actionnaires, nos angels, etc. Et vous aussi. Et nous aussi, ouais. Il n'y a pas de... Non, mais Tant mieux, je m'en cache pas. Hein. Et puis, depuis, j'ai pu financer des programmes pour des étudiants. Non, mais va même pas jusqu'à là. On va y aller après. Non, il faut premier film. C'est pas... on va arriver là-dessus, mais c'est pas... La question, c'est qu'il y a une finalité aussi dans l'entrepreneuriat. Et c'est à la fin de la journée. Quand même pour les entrepreneurs, même chose, pour les investisseurs aussi. Ils choisissent d'investir, de prendre un risque en espérant que ce risque sera gain. Et même chose pour vous. Et quand tu vois justement ce sujet, parce qu'on a beaucoup parlé des unicornes, après on a vite sorti ces unicornes en disant juste, plutôt les licornes, en disant juste maintenant des entreprises comme vous, parce que vous faites plus de 100 millions de revenus. Je crois que c'était des centaures que vous êtes appelés, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que je sais plus. Donc globalement, c'est parce qu'on s'est retrouvé quand même dans un monde où c'est vrai, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, des investisseurs qui étaient prêts à payer des fortunes et qui ont quand même fait beaucoup de mal à notre industrie, l'industrie de la tech, en valorisant extrêmement certaines entreprises. Ce qui est assez agréable, c'est de voir que certaines de ces entreprises sont réelles, et c'est pour ça que c'est chouette que vous ayez pu partager vos chiffres, pour dire qu'il y a quand même derrière, pas uniquement... Non, mais nous, de manière concrète, quelle que soit l'évolution de la valorisation de l'entreprise, entre le dernier tour de table et aujourd'hui, on a triplé notre chiffre d'affaires, on a embauché plus de 400 personnes, nos clients sont passés de quelques milliards à plus de 12 milliards de ventes. C'est des choses concrètes, si tu veux. Voilà. Après, que ça vaut A, B ou C, la vérité. De toute façon, aujourd'hui, c'est pas à vendre. Non, c'est ça, c'est la fin de la journée, c'est ça. C'est quand tu rentres en bourse, quand tu seras acheté, c'est là où on verra qui a gagné de l'argent à la fin. Exactement. Et les fondateurs auront toujours normalement gagné de l'argent à la fin, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde à chaque fois. Pour eux. Justement, quand tu vois beaucoup de ces unicorns qui sont arrivés, toi, tu as vu ça en disant juste, c'est génial, ou à un moment, le marché va se réveiller. Tu t'es dit... Non, honnêtement, je me pose pas de questions existentielles sur l'avantage, si tu veux, pour moi, c'est que je dis souvent, Miracle, c'est la seule boîte tech que je connais. Il y a Google aussi et Microsoft. Ça dit quelque chose. OpenAI, tu connais aussi. Voilà, maintenant il y a OpenAI. 500 milliards, c'est pas mal. Donc si tu veux, pour moi, l'avantage, c'est que je fais abstraction de ça. Voilà. Plutôt que là, tout à l'heure, tu disais, une des grandes valorisations arrive aussi de certaines responsabilités, j'entends ton point, te fait être vu différemment des autres. Ça, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça ensemble. J'avais, il y a quelques temps de ça, quelqu'un que j'apprécie beaucoup ici, qui était plutôt dans l'affaire politique avant, qui s'appelle Ismaël Emélien, qui est maintenant un entrepreneur, tu connais peut-être pas toutes les boîtes, mais peut-être entendu parler de son entreprise, qui s'appelle Zoï, qui est une entreprise dans la santé. Et il était pendant des années avec... tests diagnostiques. Exactement, il était pendant des années avec le président Macron. Et il nous a dit quelque chose d'intéressant à ce micro que j'ai beaucoup apprécié. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu démissionnes en juillet 2017, puisque le président est élu en mai 2017 ? Et il me dit une chose que je trouvais assez forte de sa part en disant, plus personne, en fait, je n'avais plus aucune relation normale avec les gens. Les gens, en fait, je ne savais pas s'ils m'appréciaient pour moi ou ils m'appréciaient pour le fait que j'étais proche du président. Toi, quand tu lèves ces fortunes, quand tu es dans tous les shows, qu'on voit Miracle, que tu es partout, est-ce que toi aussi, tu arrives à pas être totalement dupe de ce que les gens voient en toi? Non, mais d'abord, si tu veux, il y a deux mondes. Il y a ta famille plus tes amis qui t'aiment, que tu aimes, qui ont peut-être... qui sont normalement contents pour toi et qui peuvent avoir un peu d'envie, de frustration, de jalousie, mais ça dépend après de tes amis et de ta famille. Et après, tu as le reste du monde. Et si tu veux, moi, je suis pas dupe. Aujourd'hui, quand tu tapes mon nom dans Google, il y a je vais essayer d'être poli, mais on va dire ce classement challenge qui apparaît, qui montre mon associé. T'es combien là ? Je sais plus, 300, j'en sais rien, sur les 500. Mon associé et moi, ensemble, avec un chiffre qui à un moment était 600 millions, aujourd'hui est 300 quelque chose, je sais pas exactement combien, qui nous met tous les deux ensemble alors qu'on n'est pas mariés, qu'on n'a pas exactement le même nombre d'actions, et qui en plus se base sur un chiffre faux. Mais je sais très bien que dans ma vie, et ça va de tout, ça va des gens avec qui tu fais un projet, aux gens dont le métier c'est d'essayer de trouver des donateurs, ils ont vu ce classement et donc ils me voient comme quelqu'un qui a des centaines de millions sur un compte en banque, ce qui est faux. Je leur dis d'ailleurs, ça ne me dérangerait pas, j'aurais pas de problème à ce que le classement soit vrai, mais il est faux. Attends, il est virtuellement pas loin d'une réalité si cette entreprise était vendue à les sommes ce qu'ils imaginent. En tout cas, c'est pas réellement dans ton compte en banque
Voilà, exactement. On continue parce que... Et moi, j'aimerais bien. J'ai pas de problème mais avec nous, ça. on est ravis aussi si IBM demain ou autre achète ces fortunes-là. Mais parlons aussi de ce que tu fais avec l'argent. Et on a compris que tu ne vaux pas ces montants, ces folles faramineuses, mais tu as gagné quand même de l'argent et encore une fois, après tout le travail que tu as fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que tu en fais. En tout cas, une partie de cet argent. Tu as créé quelque chose, et là aussi, c'est un sujet qui me touche énormément, puisque tu as créé un programme spécifique. Tu as créé un programme spécifique avec qui s'appelle HEC Imagine Fellows, si je me trompe pas, qui est là, tu peux nous en parler un petit peu, c'est financer des jeunes étudiants qui, sans toi, auraient certainement des difficultés à faire HEC. Oui, l'idée du programme, c'est de créer en fait un programme de bourse à HEC qui permettent à des étudiants issus de pays en guerre, donc là c'est quand même nourri de mon expérience familiale et du fait notamment que les enfants sont toujours un peu les victimes collatérales de la folie des grands, et de faire venir des étudiants issus de pays en guerre au mérite académique démontré, pour leur offrir la scolarité à HEC, de coupler ça avec le développement au sein d'HEC de cours autour des thèmes de business et droits de l'homme, business et paix, et d'engager aussi tout un cycle d'actions qui s'inscrivent dans la communauté plus large. Par exemple, hier à HEC, les étudiants du programme avec HEC Débat recevaient une prix Nobel de la paix ukrainienne. Et donc, c'est aussi amené dans un monde de étiqueté business un élargissement de conscience, et c'est nourri de l'idée que quel autre endroit qu'un endroit d'élite méritocratique, où on éduque, quel autre endroit plus beau que pour essayer de forger des consciences qui un jour pourront œuvrer à quelque chose de plus grand. Et, les montants sont importants parce que tu as communiqué dessus, merci aussi, puisque combien d'argent tu as mis sur ce programme ? 1 150 000 €. Donc c'est des sommes considérables que tu as mis. Donc merci Adrien pour ça, de mettre justement, on parlait tout à l'heure du sens de tout ça, de mettre des sommes importantes, très importantes sur des programmes comme ça, et de communiquer aussi dessus. C'est aussi assez agréable. Tu connais le programme Infinite, c'est pour ça que pour moi, ces sujets je parle, c'est un programme qui travaille aussi avec HEC et d'autres écoles qui font que des jeunes étudiants de classe populaire vont avoir des prix à taux zéro sans garant, vont aller faire les meilleures écoles dans le monde, et puis quand ils auront trouvé leur job, peut-être chez Miracle, devront rembourser, mais ne rembourseront pas directement le prêteur, mais qui rembourseront pour financer le jeune d'après. Donc c'est vrai que quand je vois, il n'y a aucune concurrence, et ça c'est encore une fois important pour toutes les associations qui existent en France ou ailleurs, il n'y a pas de concurrence entre les assos, du moment qu'on fait le mieux pour les autres, c'est important. Non, je pense que de partager. Mais honnêtement, c'est pas pour te lancer des fleurs en particulier, mais moi j'ai fait ça de manière, comme toujours, sans réfléchir et très spontanée, et je pense que il y a aussi dans la philanthropie à amener une vraie logique business, de retour sur investissement entre guillemets, et se dire 1 euro engagé, comment peut-il faire le plus de petits possible ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec la fondation HEC, on travaille quand même pour que cette espèce d'influx un peu venu de nulle part que j'ai réalisé se structure mieux pour avoir une forme de pérennité. On part de cette philanthropie, c'est quelque chose d'important de redonner, tu l'expliquais dès le départ de cette discussion. Il y a un autre sujet qui est important pour toi, qui est donc le cinéma, là aussi. C'est vraiment quelque chose qui est là en toi. Est-ce que toi, tu te verrais demain plutôt être producteur ou produire ? Je crois que tu as produit ou tu as produit un premier film, en tout cas. Est-ce qu'à un moment, tu t'aimerais bien à nouveau être acteur ? Est-ce que tu imagines réalisateur ? Est-ce que tu imagines être scénariste ? Je dirais que... T'aimerais tout faire ? Je dirais que je ne m'interdis rien. Je dirais que je suis extrêmement heureux parce que j'ai eu la chance de porter une idée pendant 7 ans, de rencontrer sur mon chemin des personnes dont mon coproducteur qui s'appelle Frédéric Jouve, dont lui c'est le métier, et qu'à deux on a réussi à faire émerger un film qui vient d'être tourné avec Daniel Auteuil qui réalise et interprète, et des acteurs formidables comme Grégory Gadebois, Antoine Reinhardt et Louana Brajrami, et qui traite d'un sujet important qui est l'histoire vraie du sauvetage d'une centaine d'enfants juifs par des organisations notamment liées à l'Église en août 1942 en France. Donc c'est un projet qui a du sens, c'est un projet qui pour moi m'a plongé dans l'émerveillement du monde du cinéma dont j'avais rêvé toute ma vie. Donc j'étais sur le tournage. Comme un enfant. Et en observant, je me suis dit que réalisateur, il y avait quelque chose qui... Voilà, donc j'ai le projet un peu
l'idée de pouvoir en 2026 tourner un court-métrage Waouh. autour du thème de la santé mentale notamment. Et donc voilà, c'est petit à petit, Génial. je sais pas où la vie va me mener. T'es un artiste, toi. J'aurais aimé être un artiste. Tu en l'es, tout cas. hein, toi, tu l'es. Hein, parce que là, quand on te voit, on entend le business guy et ainsi de suite, mais je sais que t'aimes écrire, je sais que t'es passionné par la lecture, je sais que t'aimes la musique. T'as un truc, en fait, à un moment, j'ai envie de te dire, allez, enlève-moi tout ça. T'as un truc, quand même, toi. Et peut-être le cinéma, ça peut être... D'ailleurs, c'est marrant parce que je regardais ton site et il y avait un certain nombre des invités et je me disais, c'est formidable, ils font tous les métiers que j'aurais aimé faire. Mais si tu veux, c'est un peu... Et je sais que cette phrase est... Enfin, une fois de plus, j'ai dit beaucoup de conneries et heureusement, les gens qui m'aiment le savent. Mais en fait, quand je prends du recul, je me dis, soigner, éduquer et divertir... T'as dit pas mal, là. C'est quand même les choses importantes. Donc j'ai un papa qui éduque, une maman qui soigne, et si moi je pouvais être le divertisseur. Alors, on va terminer bientôt notre discussion. Je vais être en retard au théâtre. Tu seras pas en retard, tu verras. On va terminer par une dernière pause. Cette fois-ci, c'est à nouveau une pause familiale. La personne qui partage réellement ta vie, on va parler de Jessica, te pose une question. Dis Adri, tu as tout réussi. Qu'est-ce qui te fait encore courir ? Le fait de... Le fait de finir ma vie avec toi et avec mes enfants. Bon, c'est dur de terminer là. Je vais meubler un peu. Merci déjà Jessica pour cette question et merci pour cette réponse. Je vais essayer de terminer. C'est difficile de terminer. On va te poser une dernière question parce que je sais que on doit terminer par où t'aimes faire une pause, toi ? C'est quoi la pause que t'aimes faire ? Tu l'as fait où ? Il y a des endroits dans le monde où t'aimes être ? Je vais te donner le simple. C'est dans mon canapé, devant mon jardin, le matin tôt, quand tout le monde dort, à écouter des émissions sur France Culture et à lire des livres. Oh, ouais. C'est très tech, ça. C'est très software. Hein. Ou à être à la montagne. Il y a un endroit spécifique à la montagne que tu aimes bien ? On a un appartement à Méribel, mais... Okay. La montagne d'une manière générale. Encore une fois, avec l'un et l'autre, avec la famille à côté. Quoi. Et sous l'eau, avec un masque et un tuba, et ma fille Tessa et Noah, si elle veut bien venir avec nous, voir les poissons. Et dernière question, si tu aimerais que j'invite quelqu'un ici, qui vive la même aventure, ce serait qui que tu dis, tiens, ou tu as quelqu'un que tu connais pas, ou que tu connais, que tu dis juste, son histoire est dingue, ou que tu aimerais connaître, ce serait qui que tu aimerais que j'invite ? À part Philippe Coron. À part Philippe Coron. Les deux cofondateurs. Et ma mère. Et ta maman. C'est difficile. Hein, tu vois quelqu'un ? Sinon, on a Philippe et ta maman. Hein. Non, mais par exemple, Éloïc, le président d'HEC, c'est un gars super. Éloïc Perrache, un mec génial. Ouais. Voilà. On va voir Éloïc Perrache. Qui éduque. Voilà, on a celui-là. On a éduque, divertir, soigner, on a compris. Ça va ? C'est bien passé ? Ouais, ça va. Et on n'a pas remercié Jessica, évidemment. On remercie Jessica de cette question qui nous a... Merci Jessica. Qui t'a fait basculer, qui m'a fait aller avec toi. Bon. Merci à toi. Merci Alexandre. C'était sympa. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.